Bonjour à tous. Deuxième matinée de conférence du CEFIA Toulouse. Vous le savez, le carrefour des fournisseurs de l'industrie agroalimentaire se tient pour la première fois de son histoire ici à Toulouse, au MIT, le parc expo flambant neuf de Toulouse Métropole. Et le CEFIA, c'est la recette du succès, combine une offre qui couvre tous les métiers de l'industrie agroalimentaire, équipements procédés, emballage, conditionnement, ingrédients PAI, et puis des conférences sur les grands enjeux du secteur. Emballage ce matin avec un défi, le défi de l'éco-conception. Vous le savez, la loi AGEC, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, complétée par le décret 3R, on y reviendra, complétée par la loi climat et résilience, tout un cadre réglementaire impulse une grande révolution dans le monde de l'emballage alimentaire. L'objectif, limiter l'impact environnemental, avec des objectifs aussi qui ont été chiffrés, tendre vers 100% de recyclage des emballages à horizon 2025 et sortir du plastique à horizon 2040. Un cadre réglementaire, une attente sociétale de fond, si l'on en croit les conclusions de la dernière étude commandée par Citeo, l'étude Shopper réalisée avec Action Plus auprès de 1600 personnes en magasin, en grande distribution. Le contexte qu'on a vécu, le contexte de crise sanitaire, notamment les confinements, ont certes accru le besoin de protection vis-à-vis des produits avec cette crainte de contamination. Mais paradoxalement, cette période a plutôt renforcé les exigences des consommateurs avec un durcissement des perceptions déjà constatées et en fait des attentes environnementales de plus en plus fortes. Cette prise de conscience environnementale, évidemment, il va falloir l'observer à l'aune du contexte d'inflation et d'envolée des prix des matières premières. Mais ce qu'on peut être sûr, c'est qu'au fond, si on s'achemine vers une crise du pouvoir d'achat, les fonctionnalités, l'utilité même des emballages va être encore plus interrogée. Alors dans ce contexte, ce matin, on va se poser des questions. Comment mener une démarche d'éco-conception la plus pertinente possible? Quels matériaux choisir et surtout quels matériaux choisir au regard des évolutions futures et en particulier des enjeux de recyclabilité? Ce sont des questions auxquelles on va tâcher d'apporter des éléments de réponse avec un programme en 3 temps, avec tout d'abord une introduction avec Arnaud Le Bérigot, qui est un professionnel de l'emballage circulaire et durable, puis une séquence qui va être dédiée à des retours d'expérience, des bonnes pratiques, des entreprises et des filières qui ont avancé. On va illustrer des avancées dans la filière produits laitiers frais, dans la filière fruits et légumes, et puis dans la filière des produits carnés. Et puis, point d'orgue de cette matinée, l'intervention que je sais très attendue de Vincent Collard, responsable R&D éco-conception de Citeo. Pour entrer dans le vif du sujet, j'ai le plaisir d'appeler Arnaud Le Bérigot. On peut l'applaudir. Bienvenue Arnaud, merci de me rejoindre. Alors je l'ai dit, professionnel de l'emballage circulaire et durable. Vous tenez effectivement à ces deux termes. 20 années d'expérience chez un acteur clé de l'emballage. On peut le citer, le groupe allemand Knauf, spécialiste notamment les packaging plastiques sous différentes formes. Désormais, vous êtes indépendant. Vous accompagnez les industriels de l'agroalimentaire pour améliorer leurs emballages. On peut vous suivre sur LinkedIn, vous prodiguez des avis le plus souvent pertinents et toujours percutants. Et puis vous faites aussi de la formation au geste de tri. On vous retrouve aussi auprès des étudiants dans certaines écoles à différents niveaux. Votre leitmotiv, c'est raisonner par l'usage. Vous ne voulez pas dissocier le contenu du contenant, c'est une vision à 360. Arnaud, allez, j'attends de vous une méthode simple déjà pour effectivement pouvoir passer au scanner un emballage, évoquer quelques pistes d'amélioration qui font sens. Et puis, peut-être première question en retour aux fondamentaux. Au fond, de quoi on parle? C'est quoi un emballage, Arnaud? D'abord, est-ce que vous m'entendez? Ça marche. Ok, super. Voilà, merci d'abord pour cette présentation. Merci beaucoup, c'est super sympa. En fait, une des premières, quand j'interviens, ou que ce soit en public comme ça, ou dans des écoles, ou chez des professionnels metteurs en marché avec lesquels je travaille,
ou même des producteurs d'emballage, en fait, la première question que je leur pose, c'est celle-ci, c'est quoi un emballage? Alors, c'est quoi un emballage? C'est pas, j'attends pas en réponse à ça, c'est quoi les fonctions d'un emballage? C'est quoi les fonctions essentielles d'un emballage? C'est pas ça ma question. Ma question, en fait, c'est qu'est-ce que c'est pour vous un emballage? Alors moi, je me suis trouvé une définition toute simple. Pour moi, un emballage, vous allez comprendre après, parce qu'on parlait du contenu, effectivement, et du contenant. Pour moi, un emballage, c'est un objet qui contient un autre objet. En fait, en clair, si il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de contenant. Alors pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, on me dit, sur les réseaux ou ailleurs, on me dit le meilleur emballage, c'est celui qui n'existe pas. Bah, en fait, l'emballage qui n'existe pas, il n'existe pas. C'est aussi la palissade. Et effectivement, si on veut moins d'emballage, bah, il suffit de consommer de façon différente. Et on en parlera tout à l'heure à travers l'innovation de la rupture. Donc voilà pour l'emballage. Alors on a un contexte réglementaire, Arnaud, effectivement. Quelques mots sur cette situation. Ouais, alors il y a Vincent Collard tout à l'heure vers 11h qui viendra vous parler du contexte réglementaire. Alors le contexte réglementaire, c'est un prérequis puisqu'on est obligé bien évidemment de le suivre. Sauf que ce n'est pas la seule chose à suivre quand on travaille sur du développement d'emballage. Alors en ce qui me concerne, j'ai l'habitude de dire que je ne travaille pas sur de l'innovation d'emballage, je travaille sur de l'amélioration d'emballage. Pourquoi je dis ça? Parce que des emballages, il y en a déjà énormément. Et quand on regarde les dites innovations qui arrivent sur le marché, mais il y en a vraiment quand même, et je vous en parlerai tout à l'heure, quand on voit les dites innovations qui arrivent sur le marché, en fait, j'ai pas le sentiment qu'on innove beaucoup. J'ai pris cette bouteille tout à l'heure que j'ai trouvée, qu'on m'a prêtée gentiment sur un stand. Ça, c'est, je vous la prends maintenant et on en reparlera tout à l'heure. Ça, c'est la Paper Bottle. Donc, c'est présenté comme étant une innovation. Alors, pour moi, je vous explique pourquoi je la prends. C'est pour vous expliquer que pour moi, ça, c'est pas une innovation. C'est une bouteille. La bouteille, ça existe. On sait à quoi ça sert. Donc, il n'y a pas d'innovation de rupture là-dedans. Autour, vous avez du papier, puis à l'intérieur, vous avez du plastique. Le plastique, ça existe. Le papier, ça existe. Les deux ensemble, ça existe. Qu'ils soient séparables ou qu'ils soient collés l'un à l'autre, c'est-à-dire c'est ce que j'appelle des composites, ça existe déjà. Donc pour moi, ça, c'est pas une innovation. C'est pas une innovation, mais c'est une évolution qui permet de réduire la quantité de plastique. Et il faut reconnaître que dans la réglementation, qui est force d'impulsion, il y a cet état d'esprit qui a imprégné effectivement certains textes de loi. Et au fond, certes, c'est l'impact environnemental qui est visé, mais la question du plastique est extrêmement prégnante. Voilà, c'est vrai qu'elle est au centre des débats. Je vous ai fait une frise avec la réglementation telle qu'on l'a vécue au fur et à mesure des années. Alors j'ai commencé en 2017. Sachez quand même qu'on aurait pu commencer bien en amont. 1975, il y a une loi sur la gestion des déchets. Puis en 1994, vous avez une directive européenne remodifiée à différentes périodes. Dernière modification connue 2018, et on en arrive à la loi AGEC, et je vous parlerai que de celle-là, mais je vais vous en parler très rapidement. Pourquoi je vais vous parler que de celle-là? Parce que c'est de celle-là dont tout le monde parle, et tout le monde parle dans la loi AGEC des fameux 3R, donc c'est le décret 3R. Alors le décret 3R, il dit quoi? Il dit quoi selon moi, selon mon interprétation? Ce que je veux vous dire par rapport à ce décret 3R, c'est que si vous le pouvez, faites-vous accompagner. Parce que il est mal compris. La AGEC est assez mal compris. On voit sur le marché, et je vais vous en parler, on voit sur le marché arriver des emballages qui, a priori, entrent dans le cadre de la loi AGEC, mais qui vont poser des problèmes, notamment au niveau du recyclage. Alors le premier, c'est la réduction. Dans la loi AGEC, alors d'abord dans la loi AGEC, vous avez trois notions qui sont importantes. Vous avez une première notion, c'est les interdictions. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont interdites. Vous avez une deuxième notion qui sont les obligations. Donc vous avez obligation de faire telle ou telle chose. Et vous avez une troisième notion qui sont les objectifs.
un des premiers objectifs, c'est la réduction. Réduction 2025, moins 20% d'emballage en plastique à usage unique sur le marché. C'est compris de deux façons. Première façon, je supprime mon emballage en plastique et je le remplace par quelque chose d'autre. Deuxième notion comprise, c'est je réduis le poids de mon emballage plastique. Dans le premier cas, ce qui arrive assez souvent, c'est qu'on remplace l'emballage en plastique. Problème, c'est qu'on a vraiment besoin du plastique, par exemple, parce qu'on a un produit qui est humide, et on va le remplacer par un emballage. Alors, dans le meilleur des cas, avec un liner plastique à l'intérieur de l'emballage qui va se séparer de l'emballage carton. Et donc là, j'ai envie de dire, au niveau du recyclage, il n'y a pas de problème, c'est très bien. Et puis, vous avez une deuxième notion, c'est vous avez un liner, en général un PE, parfois avec un EVOH, un autre PE, qui est collé sur le carton. Et au niveau du recyclage, on peut rencontrer quelques soucis. Alors, je travaille également avec des recycleurs. La semaine dernière, j'étais au CTP. J'ai pu assister à du recyclage justement alors moi, ce que j'appelle des emballages composites, hein, c'est-à-dire un PE sur un carton. C'est quand même plutôt pas mal. Dans le système de recyclage de ces emballages-là, on arrive à récupérer quand même 90% de la pulpe, ce qui est énorme. Par contre, le polyéthylène qui reste, bah, malheureusement, on n'en fait rien. C'est un déchet de process. Le deuxième R, c'est le réemploi. Alors, on en reparlera à la fin, notamment en ce qui concerne le verre. C'est le réemploi. Et donc, l'objectif qui est fixé dans AGEC, c'est 50% des 20% des emballages plastiques à usage unique remplacés par du réemploi. Le réemploi, pour moi, pour faire simple, c'est de la consigne. Je sais qu'il y a un gros boulot qui est fait en ce moment avec Citeo, et notamment sur la consigne sur les bouteilles, et de mémoire sur les bouteilles de bière en priorité. Et puis le dernier, c'est le recyclage. Alors le recyclage, c'est pareil. La première notion, c'est d'améliorer le recyclage par des moyens. Il y a énormément de moyens et d'argent qui sont mis en ce moment sur la table pour monter des usines de recyclage d'emballage ou de plastique en France. Et puis la deuxième notion, c'est de dire, dès que je conçois ou que je cherche à améliorer mon emballage, dans les matériaux, je vais choisir en priorité un emballage qui a déjà une filière de recyclage. Voilà. Alors, fort de ce constat, comment repenser son emballage ? Voilà. Alors, je vais essayer de vous proposer aujourd'hui une méthode simple que vous pouvez utiliser presque seul. Alors, attendez, juste un instant. Voilà. On va commencer comme ça. Je reviens là. Voilà. Première chose, vous êtes par exemple des metteurs en marché, vous êtes des producteurs d'emballage. Alors le mieux, c'est quand vous êtes metteur en marché, vous voulez retravailler vos emballages, vous voulez améliorer vos emballages parce que vous vous faites aligner régulièrement par vos clients qui vous disent « Ah ouais, mais vous avez vu, nous on veut plus de plastique, etc. » Première des choses à faire, c'est un diagnostic emballage. Comment on fait un diagnostic emballage? C'est ultra simple. Vous ouvrez une feuille Excel sur votre PC. Première colonne, vous listez tous vos produits. Deuxième colonne, deuxième colonne et les colonnes à venir, vous allez critériser, vous allez mettre des critères, vous allez mettre des critères en haut et vous allez critériser vos produits. Alors ça peut être par exemple la quantité annuelle que vous mettez sur le marché, ça peut être la matière, ça peut être le chiffre d'affaires que vous faites avec, ça peut être le poids de votre emballage une fois qu'il est vide. Moi j'en ai entre 15 et 20 que je fais remplir à mes clients, mais à la fin, on n'en sélectionne que 4. Parce que si on sélectionne les 15, ça devient flou, on s'y perd. Donc on en sélectionne 4. Donc on a l'ensemble de nos emballages et on a 4 critères. Une fois qu'on a ces 4 critères, on va regarder le tableau Excel. Si vous avez du mal à regarder les tableaux Excel, vous mettez ça sous forme de graphique. Et vous allez tout de suite voir les emballages sur lesquels il faut que vous travaillez. Ah, Arnaud, juste pour bien comprendre les critères, peux-tu donner des exemples ? Par exemple, c'est le poids d'un emballage. Imaginons que vous avez que des emballages en plastique. Vous mettez le poids net de vos emballages vides et vous dites, pour réduire le plastique que je mets en marché, je vais travailler sur les emballages les plus lourds. Ça peut être ça par exemple. Ou alors, ça peut être un autre exemple qui est intéressant, c'est vous mettez le nombre, vous avez un critère qui est le nombre d'emballages que vous mettez en marché.
Par exemple, vous avez l'emballage X, vous mettez 2 millions d'emballages sur le marché par an. Et puis vous avez l'emballage Y où vous mettez 10 000 emballages sur le marché par an. Vous pouvez raisonner de deux façons. Le premier, c'est de vous dire, je vais travailler sur les 2 millions parce qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est une façon de voir le truc. Et puis vous en avez une deuxième, c'est l'autre, c'est de dire, je vais travailler sur les 10 000, mais comme le font les grosses marques, hein, enfin, tout le monde le sait, Danone, tout le monde travaille au début sur une petite gamme. Je vais travailler sur les 10 000, et puis je vais voir ce que ça donne, je vais me faire la main là-dessus. Voilà, c'est une façon, c'est vous qui interprétez, hein. Il n'y a pas de règle. J'ai envie de dire, la règle, c'est vous qui la faites. Donc, vous choisissez un seul emballage ou une gamme de produits, mais pas plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas travailler sur l'ensemble de vos emballages. Pas dans un premier temps. Vous vous faites la main comme ça. Ensuite, ce que je propose à mes clients, mais que vous pouvez faire sans des gens comme moi, hein, c'est moi je vais travailler avec mes clients sur ce que j'appelle les différentes étapes de la vie d'un couple produit-emballage. Alors c'est quoi alors comment on fait? Déjà, on crée un groupe projet. Donc un groupe projet dans l'entreprise, c'est 4-5 personnes. Au minimum, c'est la direction RSE si vous en avez une, la direction générale, le marketing, c'est une obligation. C'est une obligation, je vais vous expliquer pourquoi après. La direction industrielle ou responsable de prod, la logistique, responsable qualité. Voilà. Donc il faut au moins 4-5 personnes de services différents de ces services-là parce que tout le monde va devoir intervenir. Donc création du groupe projet. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer avec ce groupe projet? En fait, on va se poser des questions tous ensemble sur un certain nombre de sujets et ces sujets vont être contenus dans chaque étape de la vie de l'emballage. Donc pour moi, alors ça regarde que moi, hein, c'est pas une méthode que j'ai inventée, c'est une méthode qui existe dans plein de bouquins en fait. Moi je suis allé prendre à droite, à gauche et j'ai récupéré ce qui me parlait le plus, ce que je trouvais le plus cohérent et le plus facile déjà pour moi à comprendre, parce que j'ai énormément de mal à comprendre un tas de trucs, donc je me pose toujours plein de questions, donc il a fallu que je vulgarise au maximum. Donc la première étape c'est la réflexion et l'éco-conception. La réflexion, ça va peut-être vous faire bizarre, mais la première question que je pose à mes clients, c'est est-ce que vous êtes certain d'avoir besoin d'un emballage? Et ça lance le débat. Parce que les gens se disent, on ne comprend pas, on l'a fait venir justement pour parler d'emballage et il est en train de nous dire, est-ce que vous êtes sûr que vous avez besoin d'un emballage? Et on lance le débat. L'éco-conception, ça va être le moment où on va réfléchir aux matériaux qu'on va utiliser. Ça va être le moment où on va essayer de rationaliser l'emballage. Ça va être le moment où on va essayer d'aller vers un emballage le moins lourd possible. Le moins lourd possible, quel que soit le matériau. Le deuxième, c'est la production, la logistique. La production, il y a deux niveaux. Il y a la production de l'emballage. Donc si vous êtes metteur en marché, c'est la production de l'emballage par votre fournisseur d'emballage. Et puis, la deuxième phase de la production, c'est je vais utiliser mon emballage sur la ligne. Donc, la production dans l'emballage par votre fournisseur, c'est est-ce que lui, il a un bureau d'études qui a réussi à optimiser l'emballage que je voulais. Et puis ensuite, sur ma ligne de production, c'est est-ce que je vais pouvoir avoir une ligne de production qui, par exemple, va consommer, je ne sais pas moi, le moins d'électricité, le moins d'eau, enfin le moins tout ce que vous voulez. Et donc, on va balayer à chaque fois, pour chaque étape de l'emballage, on va balayer tous les points. Donc j'ai une liste de points. Mais on peut toujours en rajouter ou en enlever. Ça, c'est la commercialisation. Donc c'est là que le marketing est hyper important. Ce qui se passe assez souvent dans les entreprises, c'est que le cahier des charges, il arrive assez souvent, il arrive du marketing. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis, il y a une autre étape qui est hyper importante, c'est le moment de la commercialisation. Et là, il est hyper important que le marketing revienne dans la course, et notamment au niveau des allégations. Pourquoi je dis ça? Parce qu'entre le cahier des charges que vous allez qu'on reçoit au début, avec des souhaits du marketing, et ce qui risque de sortir de ce travail qu'on va faire tous en commun, très souvent, il sort des choses qui n'étaient vraiment pas du tout attendues par le marketing.
Et ce qu'il va falloir que fasse le marketing à ce moment-là, c'est communiquer, mais communiquer de façon vraiment pertinente. Et attention aux allégations. Faites vraiment attention aux allégations. Il y en a plein qui sont assez déroutantes. Et dans la loi climat et résilience, d'ailleurs, il y a un article là-dessus, ça coûte très très cher. Un autre point, c'est l'utilisation par le consommateur. Donc quand on va réfléchir sur le produit, on va repenser à l'utilisation du consommateur. Par exemple, l'utilisation du consommateur, c'est la prise en main. C'est la fameuse ouverture facile, qu'on n'arrive jamais vraiment à ouvrir. Bon, c'est 2 points, mais en fait, il y en a au moins une dizaine là-dedans, et on va tout rebalayer à chaque fois. Et puis le dernier, et pour moi, c'est hyper important, et on le disait tout à l'heure, je fais également de la formation au geste de tri en entreprise. C'est ultra important. C'est le consommateur, qu'est-ce qu'il fait de cet emballage à la fin? Comment il le trie? Comment il comprend qu'il doit le trier? Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qui va se passer après la poubelle jaune, c'est-à-dire dans le centre de tri? Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer au niveau du recyclage? Je vous explique l'histoire du centre de tri. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des matériaux, vous avez des emballages, on va parler des emballages ménagers, puisque c'est un peu le sujet. Vous avez des emballages ménagers qui sont recyclables. Selon la réglementation, ils sont recyclables. Eh bien, il m'arrive, pour certains clients, sur les premières séries, alors en général, c'est les pré-séries, on va dans un centre de tri, donc là, en l'occurrence, c'est Veolia à Amiens. On va passer les emballages sur les lignes de tri et on va observer ce qui se passe à la sortie. Et parfois, on est surpris. Pour qu'ils soient recyclés, il faut qu'ils sortent du centre de tri. Or, on arrive sur certains emballages où on ne récupère qu'un sur 2. Parce qu'au niveau du centre de tri, les machines, on leur a appris à lire, je vais vous donner un exemple concret, hein. On leur a appris à lire un matériau et il se trouve qu'en fonction du sens dans lequel arrive votre emballage, il n'est pas forcément lu correctement. Le truc auquel je pense, c'est par exemple des bacs à glace en carton, où vous avez du polyéthylène, mais une grosse couche, et une couche également de carton. En fonction du sens dans lequel votre emballage va arriver, il va être reconnu un coup comme étant du carton, un coup comme étant du plastique, du polyéthylène. Le problème de ça, c'est qu'il ne va pas se retrouver dans la bonne filière une fois sur 2. Alors, globalement, ça marche quand même plutôt bien. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Donc ça, c'est hyper important. D'où l'importance aussi, effectivement, donc de regarder la recyclabilité effective, et on en parlera avec Vincent Collard, Citeo, tout à l'heure, puisque Citeo a mis en place une ligne test qui reproduit les conditions réelles, effectivement, d'un centre de tri, de façon à pouvoir tester cela au plus tôt dans le développement de son emballage. Voilà, merci. Voilà pour ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'en groupe, donc en commun avec le groupe projet, donc on balaye l'ensemble de ces éléments-là pour vous donner une idée comme ça sur un produit ou une gamme. Ça va nous prendre entre 1 et 2 jours en fonction de la complexité. À la fin de ça, ensemble, on fait une synthèse et on sait exactement les points qu'on doit travailler pour améliorer l'emballage. Ah. Alors les 2 exemples. Oui, alors je vous explique pourquoi j'ai mis ça. Parce qu'en fait, on peut avoir balayé tout ce qu'on veut, on peut être sûr qu'on a fait le bon choix ou le moins pire. Il arrive des fois qu'on a oublié un élément. Voilà. Donc je vais vous faire voir 2 exemples qui sont emblématiques. Les 2 sont de 2021. Donc j'ai pas demandé la permission aux entreprises, mais bon, c'est pas très grave parce qu'ils ont communiqué largement sur le sujet. Où on pensait que, et puis c'est pas ça qui s'est passé. Donc un esprit critique, mais pour vous aider effectivement à voir là où effectivement les incohérences peuvent se loger. Ouais, alors moi je voulais juste te dire un truc, c'est que c'est vrai que j'ai un peu l'habitude. En fait, quand on regarde quelque chose, pour avancer, si on est dans un travail d'amélioration, ou alors je dis que tout est bien et puis voilà quoi. Mais quand on veut avancer dans un travail d'amélioration, je pense qu'il y a deux façons de regarder les choses. Enfin, il faut, pour moi, impérativement regarder les choses par les 2 côtés de la lorgnette. Ce qui est bien et ce qui est à améliorer. Et c'est vrai que je pense que la critique dans ce qui est amélioré, ça permet vraiment d'améliorer les emballages. Moi, je veux bien dire que tout est bien, mais il y a vraiment des pistes d'amélioration importantes. Alors, jouons carte sur table, le teasing est fait, allons-y, On y va ? Arnaud. Le premier, c'est celui-là.
Donc ça, c'est un sachet salade papier pour de la... Bon, c'est les crudettes, hein, mais c'était pas les seuls, mais c'était les premiers en tout cas. C'est un sachet papier les crudettes. Et donc ça, il a été récompensé, il a été plébiscité par tout le monde, félicité, mais il n'était pas attendu par le consommateur. Donc ça veut dire qu'ils ont mis le produit sur le marché. J'ai pas de critique à faire hein, par rapport à ça, c'est pas le sujet. Hein, mais il a été mis sur le marché et il a été arrêté 1 an après. Pourquoi il a été mis sur le marché? Parce que AGEC, entre autres, réduction du plastique. Ce sachet-là, il existe au moins chez leurs concurrents et chez eux également. Alors c'est de l'OPP, hein, ça pèse 3-4 grammes à peu près de plastique, mais du 100% plastique. Et donc là, l'idée, c'était de passer sur du papier. Voilà, ça ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la salade, le consommateur, il aime bien la voir. Et donc ça n'a pas fonctionné. Donc au bout d'1 an, ils ont arrêté, donc ils sont toujours sur du papier, mais ils ont mis une fenêtre, comme leurs concurrents d'ailleurs, ils ont mis une fenêtre de façon à ce qu'on puisse voir le produit à l'intérieur. Sur la salade, ça ne marche pas. Visibilité, transparence, c'est vraiment la règle d'or au rayon fruits et légumes. On va en Exactement. parler tout à l'heure avec la séquence dédiée. C'est vrai pour la pomme de terre, c'est vrai pour la tomate également. Ouais, la tomate, pour moi c'est un vrai sujet ça. Alors second exemple. Alors le second exemple, c'est celui-là. Le second exemple, c'est celui-là. Alors, Compagnie des Pyrénées, là, on classe une entreprise locale de l'étape. Je ne sais pas s'ils sont parmi nous, mais ils pourront réagir. Voilà, donc alors eux, ils se sont fait bâcher, mais alors à haute dose, par mois y compris, mais pas que. Bon, après, je me suis arrêté parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui prenaient le relais. Donc l'idée de ça, si vous voulez, c'est de proposer de l'eau dans une brique. Et la première fois qu'on les a vus, c'est dans les trains donc de la SNCF au wagon-bar. Donc ils se sont fait aligner, mais par tout le monde, y compris, donc par les mêmes personnes qui ont trouvé que le sachet papier c'était bien. Et donc moi aussi, hein, voilà quoi. Sauf que ça marche super bien. Donc c'est un produit qui est attendu. Et en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on peut penser par moment que l'emballage, ça marche vraiment super bien. On peut penser que l'emballage, finalement, on avait tout balayé, puis tout d'un coup, il se passe un truc, il se passe un truc auquel on ne s'attendait pas, qui fait que ça change la trajectoire. Quand je dis que ça marche super bien, c'est que là, c'était la SNCF, mais il n'y a pas eu que la SNCF, il y a eu beaucoup d'événements sportifs. Et puis ça continue. Et puis vraisemblablement, il y aura les JO en 2024. Oui, et puis Arnaud, pour suivre ton raisonnement à 360 degrés, pour avoir effectué un reportage dans cette entreprise, il n'y a pas que l'emballage, en fait, il y a toute la stratégie aussi de cette entreprise, implantée dans un terroir local de montagne. Ils apportent de l'emploi, ils apportent de l'activité, ils valorisent une ressource naturelle. Donc c'est aussi voilà, un autre côté, une autre façon de voir les choses. Et puis disons aussi que sur cet emballage, une filière de valorisation est en cours de construction. Bon, c'est peanuts, je suis d'accord, mais en tout cas, l'initiative est lancée. Voilà, donc en fait, à la fin de l'histoire, c'est toujours le consommateur qui choisit si l'emballage, finalement, ça lui va ou ça lui va pas. Juste vous raconter une anecdote, parce que tout à l'heure, on parlait des études Shopper de Citeo. Oui. Mais alors moi, je les suis, hein, mais je ne suis pas que les leurs, j'en suis d'autres également. Par exemple, quand vous posez la question, est-ce que pour vous, il est important, est-ce que pour vous, l'emballage a un rôle important justement pour l'environnement, et est-ce que vraiment on doit faire un effort? Alors je me souviens plus de mémoire, mais je crois que c'est 75 ou 80% des gens qui vous répondent oui. Alors moi, je prends ma voiture et puis le samedi matin, j'ai une grande surface à côté de chez moi et je vais demander aux 200, alors c'est un Intermarché, parce que j'ai fait la même chose après sur un Biocoop, je vais demander aux 200 premières personnes qui sortent avec des chariots pleins, je leur dis est-ce que l'emballage a eu un impact sur votre achat? Personne ne me répond oui. Je vous le dis comme ça, mais honnêtement, personne ne me répond oui. Après, je vais chez Biocoop, je pose la même question. Il y a 9 personnes sur 10 qui me répondent oui, en fait. Ce n'est pas les mêmes clients aujourd'hui. C'est vrai. Alors après, dans les études conso montrent aussi, et notamment dans un contexte de pression sur le pouvoir d'achat, qu'il y a une certaine réticence à rentrer des courses. Et le premier geste que l'on fait en rentrant, c'est effectivement d'enlever les suremballages. Donc l'attention est sans doute de plus en plus forte sur ce point-là. Le temps tourne et je veux qu'on ait le temps pour un échange avec la salle. La question de fond, finalement, Arnaud, est-ce qu'on peut réellement innover dans ce contexte?
L'emballage de demain, c'est quoi en somme? Ah oui, alors en fait, souvent c'est la question qu'on me pose. Franchement, j'en sais rien. Enfin, de demain, c'est dans 15 ans. Hein. Moi, honnêtement, j'en sais rien. Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui font un peu les prophètes, j'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que quand je dois répondre à la question, à l'instant T, quand je prends... parce que moi, j'ai pas de conviction par rapport à ça, si vous voulez. J'ai des convictions pour autre chose, mais j'ai zéro conviction par rapport à ça. Donc je prends uniquement de façon factuelle l'ensemble des éléments que je constate. Voilà. Je vais vous les prendre un par un. Le verre. Je vais commencer par le verre. Moi, je pense, et en tout cas, j'aimerais... alors, le verre, juste comme ça, quand même, pour info, le verre, c'est 50% du poids total de nos emballages en France. On ne parle que du plastique, mais parlons du verre. Donc, le verre, 2 700 000 tonnes. Moi, j'aimerais que, comme c'est déjà le cas, comme ça existe, qu'on réduise le poids du verre au moins à l'unité. J'imagine que demain, il y aura plus d'unités d'emballage en verre, mais moins lourd. Et j'espère qu'au moins un tiers, ce sera du réemploi et de la consigne, de façon à baisser le recyclage du verre. Concernant le carton, quand je discute avec les gens du carton, les syndicats, enfin les gens qui font du carton, on pense que les emballages en carton vont prendre entre 10 et 20% de part de marché aux emballages en plastique, mais en apportant des fonctions nouvelles au carton. J'étais au CTP la semaine dernière, c'est vrai qu'on est en train on est vraiment en train de travailler là-dessus. Le plastique, de plus en plus de recyclage, c'est une évidence. On voit de plus en plus de moyens qui sont mis pour le recyclage. Alors c'est vrai qu'on est tellement en retard sur le plastique, on est à 28%. Donc moi je pense que d'abord on va se recentrer sur quelques résines seulement. Hein. On va voir disparaître des emballages ou des plastiques qui aujourd'hui n'auront aucune chance de toute façon d'exister. Vraisemblablement il va y avoir des biomatériaux. J'étais assez... je savais pas trop et je pense de plus en plus qu'il y en aura. Et j'ai du mal à croire que les emballages en plastique vont diminuer. Et puis l'aluminium, j'avoue que c'est un sujet sur lequel j'arrive jamais trop à me prononcer, parce que finalement on n'est qu'à 48% de recyclage, mais je pense que l'aluminium prendra des parts de marché et au verre et au plastique. Et ce que je voulais dire sur le plastique, c'est que je suis même par me poser la question si ça ne va pas prendre également des parts de marché sur le verre. On voit certains vins notamment qui sont conditionnés. Alors ça peut faire partie des expérimentations comme ça. Je ne sais pas ce que ça donnera. Merci Arnaud pour cette présentation très directe. On peut l'applaudir pour cette intervention. Je vous propose de prendre un temps d'échange. C'est effectivement important que vous puissiez poser vos questions. Une personne circule dans la salle pour vous donner un micro et j'en profite pour vous indiquer que nos interventions sont retransmises en live sur mysafia.com et seront disponibles en replay dans les jours qui viennent. Alors pour une première question, alors merci de vous présenter. Alors c'est un futur intervenant, donc merci, ça fait mon boulot. Bonjour, Christophe Tranchard, Virgin Biopac. Moi je voudrais juste faire un commentaire sur les deux exemples. Les deux exemples, c'est un truc qui me semble très important. C'est que crudette, le consommateur, il peut choisir quand il est en magasin entre du crudette et du pas crudette. Ou du transparent et du pas transparent, entre un prix X et un prix Y. Donc il y a une notion de choix. Alors que l'eau neuve, des gens que j'adore et que j'ai largement allumé aussi, et je leur rappelle que carbone, il y a un seul N, il n'y en a pas deux. Quand on est dans le TGV, alors certes on peut avoir une gourde, mais quand on va au wagon-bar, on n'a pas le choix. Oui, donc il y a des usages où effectivement cet emballage a du sens. Et dans les hôtels Accor, dont Madame Porson est la responsable RSE du groupe Accor et cautionne largement le référencement des bouteilles eau neuve, ce que je trouve assez comique, bref, on n'a pas le choix. Donc la notion de choix est fondamentale. Et donc dans les différents R auxquels on fait toujours référence dans la loi AGEC, moi j'en rajoute toujours un autre, c'est renoncer. Et on a la liberté de renoncer. Donc un message adressé effectivement aux consommateurs, mais en tant que professionnel, Arnaud, effectivement, est-ce qu'on a au fond un rôle de pédagogie également? Moi j'arrête pas, hein, mais franchement j'arrête pas. Je pense que ce qui pourrait vraiment changer la donne, parce que les choses elles avancent, mais ça avance super lentement. Moi je me souviens au départ quand
AGEC est sorti donc en 2020, en février 2020, les gens disaient mais attendez, on va attendre 2040. Mais en fait, quand je regarde à la vitesse à laquelle ça avance, j'ai envie de dire c'est au moins 2040, quoi, voire même 2050. À part de l'innovation de rupture, et j'en parlais tout à l'heure, je ne vois pas ce qui fondamentalement va faire changer les choses. Franchement, je ne vois pas. C'est 5 400 000 tonnes de déchets post-consommation, enfin de déchets d'emballage qui sont mis sur le marché en France. C'est beaucoup, hein. C'est 900 000 éléphants, c'est 21 cargos complets. Alors 900 000 éléphants, c'est vrai que ça ne parle pas, non. Mais c'est quand même beaucoup d'éléphants. Une autre question pour Arnaud Le Bérigot. Eh bien, si pas d'autres questions, c'est que voilà, on a été très clair. Merci Arnaud. On va. Ah, pardon. Alors, je vous avais pas vu. Merci de vous signaler. Donc, dernière question pour Arnaud Le Bérigot. Et merci de vous présenter avant d'intervenir. Bonjour, Ambre Salle chez Maison Salle à Perpignan. J'aurais aimé savoir ce qu'ils entendent sur l'eau neuve en tant qu'emballage éco-responsable, parce que si on veut en faire quelque chose de cet emballage, sachant que le consommateur n'est pas réellement éduqué, entre guillemets, à faire les bonnes choses avec les emballages recyclables, compostables, enfin, c'est assez vaste. Qu'est-ce qu'ils entendent par emballage éco-responsable? C'est un petit peu... Alors, de façon hyper pragmatique, déjà l'allégation, elle n'est pas correcte. Voilà. Je crois même qu'elle n'est même pas autorisée. Non, je crois pas. Il me semble même, pour avoir communiqué avec eux, qu'ils sont en train de la changer ou qu'ils l'ont même changée. Enfin, je veux dire, un emballage éco-responsable, ça ne veut rien dire. Clairement, quoi. L'idée derrière, à mon avis, qu'ils ont eu, ou que leur service marketing a eu, c'est de dire il y a moins de plastique, ce qui est réel par rapport à une bouteille en PET d'eau. En poids de plastique, il y en a moins. On met du carton parce que ça a un côté vert. En plus, la société qui produit l'emballage est en train de travailler, enfin bon, c'est même opérationnel, sur un plastique à l'intérieur qui est biosourcé. Donc voilà, enfin, je pense que c'est un peu tout ça. Mais honnêtement, pour le consommateur, c'est un peu... Si on attend que le consommateur change de comportement pour faire évoluer les emballages, enfin, moi je pense qu'on a tout faux. Personne ne fait sa liste de courses en écrivant sur sa liste de courses un sachet en papier de pâtes, une boîte en carton de sucre. Enfin, il n'y a personne qui fait sa liste de courses comme ça, quoi. On veut du sucre, on veut de la farine, on veut je sais pas quoi, des pâtes, mais en fait on choisit rarement le produit en fonction du matériau de l'emballage, quoi. Oui, voilà, très clairement, l'entreprise a été guidée par l'envie de diminuer la part de plastique, hein, donc c'est le contexte que l'on a décrit tout à l'heure qui a imprégné effectivement une partie du cadre réglementaire. Maintenant, effectivement, ça interroge ce qu'est un emballage éco-responsable, et si c'est un emballage recyclable, eh bien, il faut revenir à la définition. Une définition a été justement publiée au niveau national en mai, on va en reparler tout à l'heure avec Citeo, mais les critères sont désormais de plus en plus précis. Et donc, effectivement, ce type d'emballage, pour le coup, ne passe pas voilà, entre les mailles du filet.